Le lac Saint-Charles est situé en périphérie du nord de Québec. Il s'agit d'un des 4 quartiers situés dans l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles. Le territoire compte une superficie d'un peu plus de 250 km². Lac-Saint-Charles compte de vastes zones boisées. Ce secteur surprend par sa tranquillité et son environnement champêtre. Il s'agit d'une ville idéale pour ceux qui sont à la recherche d'une qualité de vie. Si vous avez envie de savourer des moments uniques en plein cœur de la nature, est-ce que Lac-Saint-Charles sera un toit pour moi? Ce matin, je suis en route vers le lac Saint-Charles parce que c'est la 5e municipalité que je découvre avec POVIR. En fait, lac Saint-Charles, c'est une belle petite ville qui est retirée du centre-ville de Québec. On est à environ une vingtaine de minutes. Fait que c'est super accessible. D'ailleurs, le point central du lac Saint-Charles, bien, ça le dit, c'est le bassin d'eau potable de la ville de Québec. C'est d'ailleurs un des attraits touristiques de la ville. Évidemment, lac Saint-Charles est gorgé d'espaces verts, donc c'est vraiment l'endroit idéal si vous avez envie de ralentir le train de la vie qui parfois va trop vite. La moyenne d'âge est relativement assez jeune à Lac-Saint-Charles. On parle d'environ 38 ans et il y a plusieurs personnes qui s'installent ici pour la qualité de vie en famille. Plusieurs écoles aussi qui sont disponibles dans le secteur. Et selon mes recherches, la moyenne des maisons, il y a quelques années, s'élevait à 240 000. Mais c'est clair qu'avec la pandémie, tout ça a changé avec la surenchère des maisons. Donc, je vais aller me faire confirmer le tout par mon ami POVIR que je m'en vais rejoindre directement au lac Saint-Charles. Théo, on se trouve déjà à visiter la dernière municipalité de la saison. Ça a passé vite. Aujourd'hui, on se trouve à Lac-Saint-Charles et on est directement sur le lac Saint-Charles, qui est un des attraits touristiques de la région. Et d'ailleurs, on en trouve plusieurs dans le secteur. Parle-moi donc un peu de cette belle ville, Lac-Saint-Charles. Lac-Saint-Charles, c'est une ville qui est en retrait de la ville de Québec. C'est une ville qui est connue, qui a été municipalisée là, il y a plusieurs années quand même. Là. La moyenne des maisons, c'est des maisons des années 60-70. Mais on voit qu'il y a toute une revitalisation qui est en train de se faire, des nouvelles familles qui viennent y habiter là, dans les dernières années. On est quand même en retrait de la ville de Québec, mais ça reste une ville qui est sensiblement accessible. Si on travaille au centre-ville, ça se fait relativement facilement. Parle-moi un peu de l'accessibilité. Par quel secteur est-ce que je dois passer si je veux me rendre au travail? Oui, lac Saint-Charles, bien, ça se fait bien. Il y a principalement deux endroits là, par quoi on peut se rendre. L'autoroute Laurentienne en montant, puis en descendant vers la ville avec l'élargissement de l'autoroute des dernières années, ça donne un bon coup de main pour le trafic. Puis sinon, bien, il y a la continuité de Robert-Bourassa qui permet de se rendre aussi, mais qui des fois est un petit peu plus long. Là. Et on a des paysages à couper le souffle, mais il y a aussi d'autres attraits dans la région. Oui, dans la région, bien, il y a les marais du Nord, puis les gens peuvent faire de la randonnée en hiver ou en été. Le lac, bien, c'est sûr que c'est le principal attrait, là, surtout l'été. Maintenant, avec les paddleboards, on voit beaucoup de gens venir les utiliser. Il y a le golfe Royal-Charbourg. Puis sinon, bien, il y a plusieurs parcs dans certains quartiers résidentiels là, que les petites familles peuvent utiliser. Il y a des écoles primaires, il y a des CPE, il y a également une école secondaire, le sommet qui est pas très loin. Puis sinon, bien, c'est très accessible pour les petites familles. J'ai trouvé des maisons moyennes à 240 000, mais je suis pas mal certaine que ça a augmenté. Oui, le prix moyen des maisons là, dans la dernière année, c'est plus autour de 285 000 au lac Saint-Charles. Ça reste quand même abordable là, si on se compare à d'autres municipalités. Mais encore là, avec le manque d'inventaire sur le marché, quand on met une maison à 285 000, elle risque de se vendre 300, 310 là, finalement. Fait que c'est plus ou moins 300 000, on pourrait dire. À quoi ressemble l'offre des propriétés dans le secteur? Tout à l'heure, tu me disais que c'est souvent des maisons unifamiliales qui datent des années 60, 70, mais est-ce qu'il y a des constructions neuves? Oui, il y en a eu dans les dernières années plusieurs constructions neuves. Il y a des développements qui se sont faits, mais ça reste principalement des maisons un petit peu plus vieilles. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lac Saint-Charles, c'est la prise d'eau de la ville de Québec. Donc, on est dans les bassins versants un peu partout au lac Saint-Charles, ce qui est un petit peu plus limitatif pour les nouvelles constructions. Ça veut pas dire qu'on peut pas en faire, mais la ville là, demande des demandes de permis. Il y a plus de vérifications un petit peu à faire pour essayer de limiter l'emprise dans les bassins versants. Mais à quoi ressemble l'inventaire des maisons de Lac-Saint-Charles en ce moment sur le marché? Une maison à Lac-Saint-Charles, c'est une denrée rare en ce moment. Si on fait une recherche sur Centris, là, il y a seulement 27 propriétés en date d'aujourd'hui. Ça inclut les propriétés commerciales, les jumelés à construire, les terrains, puis les maisons. Fait que c'est
c'est très peu. Donc, quand il y a des propriétés qui sortent, là, il y a un gros engouement. Puis on voit maintenant, puis on va le visiter aujourd'hui, il y a certains acheteurs qui, un peu découragés du marché, commencent à faire des projets rénovation dans leur maison ou même agrandir une maison ou faire un projet bigénération avec leurs parents. On va d'ailleurs en visiter une tantôt. C'est le moment de découvrir les propriétés que tu me proposes aujourd'hui. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'on visite? On visite une maison classique Lac-Saint-Charles des années 70. On va visiter également un bungalow qui a été rénové par les propriétaires. Puis on va voir un projet un petit peu plus majeur sur le bord du Lac-Saint-Charles. C'est une famille qui a décidé d'agrandir une maison pour en faire un bigénération. Ça va être de toute beauté. Théo, premier arrêt de notre virée à Lac-Saint-Charles. Aujourd'hui, on se trouve sur la rue du Piémont pour visiter la première demeure. Qu'est-ce que tu me fais visiter? Un bungalow des années 70 qui a été entretenu de façon irréprochable par un propriétaire depuis une quarantaine d'années. Viens, je te montre ça. Je te dis. On se trouve dans la première propriété qui a été rénovée au fil des années, Théo. D'ailleurs, les propriétaires sont ici depuis quelques temps déjà. C'est des propriétaires qui sont ici depuis 1983. Ça fait quand même pratiquement 40 ans. Donc, au fil des années, là, ils ont fait plusieurs rénovations et améliorations là, à la propriété d'origine. Combien y a-t-il de pieds carrés habitables dans ce bungalow? C'est une maison d'environ 1000 pieds carrés. C'est un petit peu la grandeur classique là, pour des bungalows. On retrouve souvent salon, salle à manger, cuisine. Puis l'autre section là, du rez-de-chaussée, on a souvent 3 chambres plus une salle de bain ou des fois il y a des propriétaires qui enlèvent une chambre là, pour avoir 2 pièces plus grandes. Depuis l'acquisition des derniers propriétaires, ils ont effectué des rénovations majeures pour être en mesure de la mettre au goût du jour. Sincèrement, ça donne un look vraiment spectaculaire à la maison qui date quand même d'il y a 40 ans. Dis-moi, P.O., est-ce que ce style d'investissement-là est récupérable une fois qu'on vend notre demeure? Oui, les travaux, si les gens font des travaux en prévision de vendre très rapidement, on va pas chercher 100 de la valeur qu'on a investie. Dans le cas des propriétaires ici, ça fait 40 ans qu'ils ont la maison, ils ont investi au fil des années, puis ils ont profité des rénovations qu'ils font. C'est ça qu'il faut faire quand on est propriétaire d'une maison. Il faut l'entretenir, il faut l'améliorer d'année en année. Quand on dit, on change la cuisine dans le but de vendre, par exemple que la cuisine coûte 20 000, généralement, on va chercher, là, selon les rénovations, entre 50 à 75 du coût des travaux. C'est sûr que si on est entrepreneur puis qu'on les fait nous-mêmes, ça coûte moins cher. Là, il y a des scénarios que ça vaut la peine. Mais généralement, là, une cuisine, c'est 75 des salles de bain, 75 aussi. Puis quand on fait d'autres types de rénovations, on va chercher un petit peu. C'est bien d'acheter une maison qui nécessite des rénos et de les faire soi-même parce que ça ajoutera sincèrement une plus-value lorsque vous allez revendre votre maison. Mais faites-le pas seulement pour la revendre parce que vous ne serez pas capable de récupérer absolument tout l'argent que vous avez investi pendant ces rénovations-là. Si quelqu'un envisage acheter une maison qui nécessite des rénovations, quels sont les éléments à regarder pour finalement obtenir le meilleur résultat avec notre réno? C'est une bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de faire des rénovations, la banque, c'est la première chose qu'ils demande, c'est de voir c'est quoi la valeur future après les rénovations. Donc, les éléments clés à regarder quand on cherche une propriété à rénover, c'est l'emplacement. L'emplacement va toujours être la chose la plus importante. Ensuite, c'est les superficies. C'est important de regarder la superficie de la maison. Plus la maison est grande, plus elle a du potentiel à long terme là, de satisfaire des plus grandes familles et d'avoir une valeur potentielle élevée. Comment est-ce qu'on peut évaluer en tant que potentiel futur acheteur les sous qu'on pourrait récupérer en vendant cette maison-là éventuellement? C'est de faire une évaluation projetée. Donc, on pense un petit peu aux travaux qu'on veut faire dans la maison. Un exemple, une maison avec cuisine, salle de bain, les planchers et tout rénovés. Puis on va voir sur le marché des maisons à vendre. Une maison de ce type-là se vend combien environ? Donc, c'est exemple, on paye la maison 300 000, mais que les maisons rénovées de cette superficie-là, sur un terrain de cette superficie-là également, se vendent 380. On sait qu'on peut aller avoir un budget, mettons, de 80 000 pour faire des rénovations, sinon on risque d'être perdant. D'ailleurs, on le voit avec cette maison-ci qui a été achetée à un certain montant en 80 et qui vaut maintenant plus du double. Par curiosité, d'après toi, combien ils ont payé il y a 40 ans? Je sais que cette maison-là vaut environ 300 000 sur le marché actuel. Donc, si on recule d'il y a quelques années, je te dirais peut-être 100 000.
Les gens avaient payé 43 000 en Colin! 1983. Puis aujourd'hui, afficher la propriété, là, on pourrait aller chercher facilement 325, 350 même. Fait que le marché a évolué puis va continuer d'évoluer. C'est sûr qu'en 40 ans, ils ont remis de l'argent, là. Mais, c'est sûr, mais le marché immobilier, c'est un bon moyen d'investir à long terme. Puis PO, je pense que c'est le moment pour nous d'aller visiter la deuxième maison qui, elle aussi, a été rénovée au cours des dernières années. Oui, allons-y. Deuxième propriété, on s'en va visiter des clients à moi à qui j'avais vendu une maison il y a quelques années qui ont fait un projet de rénovation. Ils m'ont demandé de venir évaluer combien ça pouvait valoir sur le marché aujourd'hui. Fait que je serais curieux de venir voir les rénovations qu'ils ont faites et de présenter la propriété. Super, je te suis. On y va? Aujourd'hui, la thématique de l'émission, c'est vraiment rénovation. D'ailleurs, on se trouve dans la deuxième propriété qui a été rénovée, du moins au rez-de-chaussée, donc espace salon, espace cuisine toute neuve. On se trouve dans une maison des années 80. C'est ça. On est dans un bungalow construit en 1987. On a une belle superficie de plancher. Là. On a tout près de 1200 pieds carrés. C'est quand même un gros carré là, pour les bungalows classiques qu'on est habitué de voir. C'est des gens qui ont acheté la propriété il y a quelques années puis qui, tranquillement, pas vite, font des travaux. Ils ont commencé par la cuisine, la salle de bain, les planchers, puis il reste quelques finitions à faire. Mais ça va être un beau projet une fois fini. Évidemment, les propriétaires le font par étapes parce que rénover une maison, c'est un gros investissement de temps, mais aussi d'argent. Et d'ailleurs, que dire de la belle cuisine entièrement rénovée dans les dernières années? Avec le marché actuel qui est en constante évolution et où le prix des maisons ne cesse d'augmenter, de plus en plus de gens décident de se tourner vers des constructions des années 70, 80, 90 qui nécessitent des rénovations. Est-ce qu'il y a encore et toujours de la surenchère sur ce type de demeure? Malheureusement, j'aimerais ça te dire non, mais la réponse c'est oui. Il y a tellement peu de maisons sur le marché qu'il y a même des maisons avec plusieurs rénovations à faire. Les acheteurs se précipitent dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que les maisons clés en main, ça se vend comme des petits pains chauds, là. Ça va super rapidement. Quand il y a des maisons avec des travaux, bien, ça fait un petit peu plus peur à certains acheteurs parce que le coût des matériaux de construction puis des travaux a augmenté dans les dernières années aussi. Fait qu'on achète une maison dans laquelle il y a des travaux à faire, mais on sait pas trop ça va coûter combien non plus faire ces travaux-là. Fait que c'est sûr que c'est plus inquiétant un petit peu. Puis en bout de ligne, bien, souvent, ça revient au même. Acheter une maison à rénover, si on fait les rénovations très rapidement, ça revient au même prix que acheter une maison. Bien, c'est ce que j'allais dire. Si on les met côte à côte, si j'achète une maison, par exemple, à 300 000 qui me permet de l'habiter maintenant versus une maison qui est à 250 000 mais que je dois mettre une cinquantaine de mille de réno, finalement, oui, elle sera à mon goût, mais je vais avoir, au final, payé le même prix que si je l'avais acheté. Exactement. Fait que ça dépend, ça s'adresse à différentes clientèles, mais ceux qui aiment faire des travaux pour avoir leur goût ou des gens qui sont dans la construction, c'est parfait pour eux. Avec le marché immobilier qui est en constante évolution, il faut se le dire, depuis quelques années déjà, si vous êtes des premiers acheteurs, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous, soit celle d'acheter une maison qui n'a pas nécessairement été super bien entretenue au cours des dernières années et qui nécessite quelques rénovations, ou encore option 2, vous mettez les pieds dans une maison clé en main qui a été entretenue dans les dernières années avec une panoplie de diverses rénovations, que ce soit la cuisine, la salle de bain ou encore les aires commun. Pour les premiers acheteurs qui souhaitent s'acheter une première propriété, évidemment, il y a beaucoup de choses à savoir. Et d'ailleurs, on en a parlé dans les diverses émissions qu'on a eu la chance de tourner ensemble. Mais PO, dis-moi, c'est quoi les erreurs à éviter? Les erreurs à éviter, c'est de se laisser aller un peu par nos émotions. Puis c'est pour ça que c'est le fun d'être avec un courtier immobilier. On reste froid dans une transaction, nous. Fait que si on voit qu'à un moment donné, le prix augmente trop puis c'est rendu déraisonnable, on est capable de dire, bon, on se retire, ça marche pas, c'est pas les émotions qui embarquent. Fait que ce qui est super important, c'est de se respecter puis de respecter ses besoins et son budget surtout. Parce que c'est bien beau s'acheter une maison, mais si on n'est pas capable de prendre un petit verre de vin le soir pour profiter de sa maison,
C'est ça. On va l'aimer un peu moins, notre maison. Fait que le plus important, c'est vraiment de respecter son budget. Ensuite, il faut être prêt parce que le marché va vite en ce moment. Donc, c'est important d'avoir une préqualification, de savoir c'est quoi notre budget à respecter. PO, le bon moment pour acheter une maison, c'est ici, maintenant. Évidemment, il faut trouver la bonne maison adaptée à nos besoins, que ce soit une maison clé en main ou encore une rénovation. Pour les premiers acheteurs, évidemment, ça peut être difficile de jongler avec tout ça. Ce serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais leur donner? Bien, dans les dernières années, on entendait beaucoup des gens dire on va construire un bigénération pour venir héberger nos parents. Bien, je pense que dans les prochaines années, ça va être un peu l'inverse. Ça va être les parents qui vont construire des bigénérations pour héberger leurs enfants, pour leur donner un coup de main à partir dans l'immobilier. D'ailleurs, c'est ce qu'on va aller voir comme troisième maison, les parents qui construisent une bigénération qui vont vivre en commune ensemble. Sinon, bien, ça fait quelques années que le marché du condo est plus au ralenti, mais avec l'augmentation du prix des maisons, bien, le marché du condo est en train de reprendre vigueur. Donc, il y a plusieurs premiers acheteurs qui se tournent vers un condo au lieu de rêver d'une maison classique à 200-250 000 des dernières années. Donc, on peut toujours devenir propriétaire en commençant petit à petit, donc avec un condo. Et évidemment, bien, quelques années plus tard, on aura la chance de peut-être avoir notre maison de rêve. C'est le temps pour nous d'aller vers notre troisième propriété. Absolument, allons-y. Cette maison-ci est située sur le bord du lac Saint-Charles et que dire de la vue imprenable sur la nature. D'ailleurs, habiter sur le bord d'un cours d'eau ou encore d'un lac, ça ajoute une valeur à la propriété. On est officiellement dans la dernière maison de la saison et surtout dernière maison de la journée. On a eu la chance de visiter deux autres maisons qui ont été rénovées dans les dernières années. Parle-moi un peu de cette propriété située à Lac-Saint-Charles et sur le bord du lac. Oui, on finit fort. Effectivement, on est sur le bord du lac. C'est une des rares propriétés des chanceux là, qui peuvent profiter d'un accès au lac direct. C'est une maison, avant ici, il y avait une seule maison sur 2 terrains. Puis au fil des années, les propriétaires ont réussi à subdiviser le terrain, à construire 2 maisons sur les terrains. Ça a été bâti dans les années 2000. Puis au fil du temps, bien, ils ont rénové, ils ont fait un agrandissement dans lequel on se trouve ici. Puis finalement, bien, on en parlait un petit peu au début de l'émission. Avec la rareté des maisons, bien, il y a des projets familiaux qui s'adaptent. Ici, les parents ont décidé d'agrandir la maison. Ils ont décidé de se lancer dans le projet d'une vie avec leurs enfants. Ils vont transformer cette belle maison, ce plein pied, en maison bigénérationnelle. D'ailleurs, je crois que ça va gagner en popularité au cours des prochaines années, ce type de maison, parce que les parents veulent être là pour gâter leur enfant, mais aussi les aider dans le processus d'achat, peut-être, d'une première maison. C'est vraiment impressionnant, mais là, si on parle, avant de parler réno, de la maison actuelle, donc on se trouve dans le salon, il y a une majestueuse cuisine en façade de lac. Combien de chambres est-ce qu'on trouve et combien de salles de bain y a-t-il dans cette maison-ci? Il y a 3 chambres, 2 salles de bain. C'est une maison d'environ 1500 pieds carrés sur les 2 étages, fait que ça va donner une belle valeur là, à l'agrandissement qu'ils vont faire. On est sur un terrain de 28 000 pieds carrés, quand même un très grand terrain là, en bord de lac. On est surtout un ensoleillement parfait. Quand on achète une maison et qu'on envisage la rénover, c'est quoi les rénos les plus payantes, mis à part le côté esthétique, là? Je dirais que peinturer, c'est vraiment une bonne rénovation. Ça amène... Les gens, c'est toujours la première impression qui est bonne dans une maison. Les gens, ils voient en photo, on est capable de faire n'importe quoi. On peut meubler une maison en photo avec Internet si on veut. Par contre, les gens, ils viennent sur place confirmer leurs impressions, puis en rentrant, il faut que ça soit lumineux, il faut que ça soit éclairé, il faut que ça ait l'air entretenu. Avec les rénovations, les plus importantes, c'est s'il y a des petites craques dans un mur, s'il y a c'est des petites améliorations simples qui peuvent être faites pour améliorer et puis surtout faciliter la vente. Et commencer à s'embarquer à dire je change la salle de bain avant de vendre. Ça veut pas dire que si ça coûte 15 000, on va avoir 15 000 ou 25 000. Au contraire, souvent, on est un petit peu plus perdant si c'est pour du court terme. Quand on achète des maisons des années 70, parfois, il n'y a pas eu de rénovation depuis la construction de la maison. Et surtout, bien, il y a des fenêtres qui n'ont pas été changées, des portes qui n'ont pas été changées. Lorsqu'on achète ce type de propriété-là, est-ce que c'est important de faire le changement de ces éléments-là?
Oui, c'est des rénovations qui sont importantes parce que ça témoigne d'un laisser-aller un peu de la maison. Puis c'est ça que je disais tantôt, la première bonne impression, puis il faut que les gens sentent que la maison a été entretenue pour les mettre en confiance, puis ça permet de maximiser le prix. Puis une chose qui est importante, c'est quand on fait des rénovations dans une maison des années 70, elle a été construite dans les années 70 avec le code du bâtiment puis les normes des années 70. C'est des rénovations que souvent les gens pensent pas. C'est important quand on fait des travaux de faire affaire avec des professionnels ou avec des gens qui s'y connaissent. Pour faire des travaux dans une maison qu'on aurait acquise, est-ce que ça prend des permis spécifiques pour effectuer finalement ces rénovations-là? Ça dépend des travaux. C'est sûr que si c'est des travaux majeurs, exemple agrandissement, des travaux extérieurs qui viennent changer l'empreinte de la maison sur le terrain, ça prend des demandes de permis. Si on fait des agrandissements d'ouverture, de fenêtres ou tout ça, ça prend des demandes de permis aussi. Quand c'est des travaux intérieurs qui sont esthétiques, exemple changer une cuisine, on n'a pas besoin de permis à la ville. C'est quoi les étapes en tant que telles d'un projet réno quand on arrive dans une maison qui a besoin d'amour? L'étape numéro 1, c'est de voir un petit peu c'est quoi notre plan. Puis qui dit plan, c'est de faire un plan des rénovations. S'il y a un agrandissement ou s'il y a des modifications de la structure et tout, il faut faire affaire avec un architecte ou une technicienne en bâtiment pour faire les plans de la maison. Une fois qu'on a les plans, faut faire affaire avec un entrepreneur pour avoir des soumissions pour savoir comment ça va coûter. Il faut faire des vérifications avec la ville pour voir si on a besoin de permis. Si on a besoin de permis, la ville nous exige certains documents, dont les plans, pour voir si c'est conforme aux règlements municipaux. Une fois qu'on a les plans, qu'on a notre soumission avec l'entrepreneur, c'est le temps du financement avec la banque. Et la banque va demander la soumission, va demander pendant l'exécution des travaux des factures pour voir c'est rendu où, pour faire les déboursés et tout. Fait que ça prend beaucoup de préparation. Puis justement, en parlant de financement, c'est le moment pour nous d'aller rencontrer ensemble le courtier hypothécaire. Oui, puis tu vas voir dans toutes les étapes, ça va être un de tes bons amis dans le processus parce qu'il n'y a rien de plus important que le financement pour pouvoir s'acheter une maison. Effectivement, on y va. Le prêteur hypothécaire, le courtier hypothécaire ou encore le banquier, appelez-le comme vous voulez, c'est vraiment un acteur important dans le processus d'achat d'une maison parce que c'est lui qui va nous dire si oui ou non on passe au financement. Ça peut être une étape stressante, donc c'est clair qu'il faut choisir une personne en qui on a confiance. Un des acteurs les plus importants dans le processus d'achat d'une maison, c'est le financement, c'est l'argent, c'est savoir si on a les capacités de pouvoir acheter. Alors aujourd'hui, on est dans un cabinet hypothécaire chez MRL Hypothèque pour rencontrer Alexandre Rondeau-Leblanc. Allô, Alex? Bonjour, bonjour. Alexandre, t'es courtier hypothécaire depuis plusieurs années déjà, mais là, on veut savoir, en tant qu'acheteur, c'est quoi le rôle d'un courtier? Le rôle d'un courtier hypothécaire, c'est en fait d'écouter ses clients premièrement, puis de pouvoir analyser ses besoins et de le conseiller vers la meilleure institution financière possible en fonction de son projet final. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Pourquoi c'est important, en fait, d'obtenir une préautorisation financière? En fait, en réalité, l'importance d'obtenir une préautorisation financière, la préautorisation est vraiment en fond pour les intervenants autres que l'acheteur en tant que tel. Fait que c'est sûr que lorsque tu arrives à faire une promesse d'achat dans un marché comme actuellement, avant que le vendeur y accepte ton offre d'achat, il veut s'assurer que tu sois éligible à un certain financement hypothécaire. Contrairement à la croyance populaire, tu peux faire une offre d'achat sans avoir de préautorisation hypothécaire. Si le vendeur est à l'aise pour X ou Y raison, il peut accepter l'offre d'achat quand même. Et c'est au moment que l'offre d'achat est acceptée, tu as souvent 14 jours pour finaliser les conditions de ton financement. Puis aussitôt que l'offre d'achat est acceptée, c'est à ce moment-là qu'on regarde les différentes offres des institutions financières en fonction de la promesse d'achat du client. Fait que tant aussi longtemps que ton prêt n'est pas notarié, il y a toujours possibilité de changer les modalités de ton financement et même de changer d'institution financière si jamais c'est plus intéressant pour le client. C'est un gros avantage des courtiers hypothécaires, c'est qu'on n'est pas obligé de faire affaire avec une seule institution financière. Tu es capable, tu as accès à divers banques, donc tu peux proposer le meilleur scénario à un acheteur. Exactement. Un acheteur, en fait, là, qui veut aller chercher un financement hypothécaire, il y a 3 façons qu'il peut aller chercher sur le marché actuellement. Il peut aller directement en succursale, donc il peut aller à la banque TD directement en succursale et vous rencontrer un conseiller en finances personnelles. Il peut aussi faire affaire avec un courtier hypothécaire, puis il peut faire affaire aussi avec un démarcheur hypothécaire. Dans le marché, tout le monde confond la différence entre un démarcheur hypothécaire et un courtier hypothécaire. La différence entre un courtier, c'est qu'il fait affaire avec plusieurs institutions financières et un démarcheur est rattaché à une seule institution financière. Comment est-ce que ça fonctionne, la mise de fonds? Est-ce qu'il y a des certains pourcentages dépendamment du coût des propriétés?
Oui, absolument. Bien, c'est sûr que le minimum de mise de fonds pour l'achat de 1 ou 2 logements, c'est 5 Puis ça, c'est pan-canadien. Peu importe la province où est-ce que tu es, les normes, c'est des normes fédérales. Les bureaux des surintendants des institutions financières, c'est fédéral. Donc, pas mal tous les Canadiens ont les mêmes normes. Le minimum de mise de fonds, c'est 5 pour un immeuble à 1 ou 2 logements. 3, 4 logements, c'est 10. Puis aussitôt que tu tombes dans le 4, 5 ou dans le locatif, c'est 20 de mise de fonds qu'il faut que tu mettes. Qu'est-ce que c'est, en gros, la SCHL? La SCHL, qu'est-ce que c'est? C'est un assureur hypothécaire qui est la Société canadienne d'hypothèque et de logement. Il y a 3 assureurs hypothécaires en ce moment sur le marché. Il y a la SCHL, Genworth puis il y a Canada Guarantee. La SCHL, qu'est-ce qu'elle vient faire? C'est que quand tu mets 5 de mise de fonds ou 10 ta tarification, elle change en fonction de la mise de fonds que tu mets. Donc, qu'est-ce qu'elle vient faire, la SCHL? C'est qu'elle vient garantir à l'institution financière qu'elle n'aura pas de perte. Quand on est à la recherche, finalement, d'un financement, on s'informe toujours sur le taux fixe et le taux variable. C'est quoi la majeure différence entre les deux? En ce moment, si on compare un peu le marché et que vous êtes capable d'obtenir un taux d'intérêt variable aux alentours de 1,60 puis les taux fixes sont rendus à peu près à 3,59 Okay, wow. Donc, il y a quand même une bonne différence entre les deux. Le taux d'intérêt variable, lui, va varier en fonction de l'économie canadienne qui va fluctuer en fonction du taux directeur de la Banque du Canada. C'est sûr qu'en ce moment, bien, étant donné l'écart qu'il y a entre le variable et le taux fixe, puis peut-être que ça va augmenter de manière drastique dans les prochains mois, voire même années, mais ça ne veut pas dire non plus que ça redescendra pas après, là. Donc, le taux variable, en plus, il est convertible en taux fixe en tout temps, sans pénalité. Puis, une grosse avantage aussi que moi, j'y trouve que les consommateurs y pensent moins, c'est les pénalités hypothécaires qui s'appliquent face à un taux d'intérêt variable et un taux fixe 5 ans. Donc, c'est un pensez-y bien là, avant d'opter pour un taux fixe pour cette réalité-là. Et c'est surtout pour les jeunes acheteurs. Tu sais, ceux-là qui ont 28 ans, bien, un taux fixe 5 ans, ta vie va être évolutive. Est-ce que tu es célibataire en ce moment? Tu veux avoir des enfants? Ton petit condo actuellement que tu as en ce moment, est-ce que vraiment dans 3 ans, ça va te convenir par rapport à tes besoins? Mon expérience fait en sorte qu'à peu près 60 des gens qui finissent pas leur terme de 5 ans avec leur hypothèque. Donc, c'est vraiment à considérer. Fait que je comprends la crainte que les gens ont d'aller vers une hypothèque à taux variable, mais c'est important de bien comprendre que si jamais vos plans changent, ce qui risque fortement d'arriver, bien, vous allez avoir des petites surprises au niveau des pénalités hypothécaires si vous décidez de vendre votre propriété. Puis c'est un autre avantage de faire affaire avec un courtier hypothécaire parce que des clients qui sont à taux variable, avec un bon conseiller comme ça, il va nous le dire quand est-ce qu'il faut transférer à taux fixe, s'il faut le faire. Puis maintenant, si on parle, exemple, d'une maison de 350 000, ça peut ressembler à quoi le profil type d'un acheteur, les revenus qu'ils ont besoin et tout pour se qualifier pour un achat comme ça? Bien, je dirais que c'est surtout le type d'emploi souvent qui est... Parce qu'il y en a qui ont, comme quelqu'un de sa construction, par exemple, qui tombe compagnon, bien, il y a une grosse année, il a fait 70 000, puis l'autre d'année d'avant, il a fait 40 000. Et les banques vont qualifier moyenne 2 dernières années pour ceux-là qui ne sont pas à temps plein permanent. Okay. Fait que c'est sûr que qu'est-ce que ça prend? Honnêtement, ça prend pas grand-chose. Souvent, ce qui font mal aux gens, c'est les paiements d'auto. Ouais. Parce qu'il y a 3 grands critères là, pour avoir accès au financement hypothécaire. Ça prend une bonne cote de crédit. Ça, si vous faites tout le temps vos paiements, normalement, il n'y a pas de problème. Ça prend une mise de fonds qui est de 5 minimum, qui peut provenir d'un don, qui peut provenir d'une marge de crédit. À grande surprise de bien des gens, ça peut provenir d'une carte de crédit aussi, si jamais le dossier qualifie. Puis l'autre grand critère, c'est les ratios d'endettement. Donc, ils vont regarder tes revenus versus les dépenses. Ils vont le mettre en pourcentage. Ça ne doit pas excéder 39 et 44 le tout dépendant du type de dossier. Puis ça ne doit vraiment pas excéder ça, surtout pour un achat qui est assuré, là. Fait que c'est sûr que le revenu d'une personne versus ses dépenses versus la mise de fonds, ça peut changer quand même là, d'une place à l'autre, puis surtout tout dépendant aussi là, de sa capacité à faire ses remboursements. C'est ça. Il y a plusieurs facteurs, puis tout le monde est différent, fait que c'est important de faire affaire avec des professionnels pour avoir la bonne réponse. Absolument. Dans les dernières minutes, il s'en est dit des affaires. J'espère que ça a permis aux gens d'être mieux aiguillés sur le processus de prêt hypothécaire. Merci énormément, Alexandre, pour ton temps. Puis évidemment, on invite les gens à venir te rencontrer. Super, merci beaucoup, Alex. Merci, bye.